nouveau live dédié à l'allaitement maternel. Nous allons aborder aujourd'hui la thématique de l'allaitement après 6 mois et nous sommes avec Carole Hervé. Bonjour Carole. Bonjour Delphine. Tout d'abord, je voulais vous remercier vraiment pour toutes les questions que nous avons reçues sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, notamment en message privé. On a pas mal de questions, donc continuez à nous les envoyer, même pendant ce live, on y répondra avec plaisir. Première question, une question très basique, Carole. L'allaitement après 6 mois, est-ce utile ? Mais c'est toujours utile l'allaitement, quelle que soit la durée que l'on décide. Finalement, on laisse de côté tous les diktats. Est-ce que c'est l'OMS qui doit déterminer la durée de votre allaitement ? Est-ce que c'est votre congé maternité qui détermine la durée de l'allaitement, qui la calibre ? Absolument pas. C'est votre sentiment de plaisir vis-à-vis de cette relation. Donc c'est à vous de décider que vous allaitiez 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Tout est possible. Et les bénéfices, alors dans notre jargon professionnel, on dit que les bénéfices sont dose dépendants. C'est-à-dire que plus longtemps on allaite et plus les bénéfices vont se voir autant sur la maman, sur la santé de la maman, que sur celle de son enfant. Donc bien entendu qu'on n'allaite pas uniquement parce que c'est un facteur de santé, on allaite pour le plaisir. Et donc libre à chaque maman de déterminer sa durée d'allaitement et qui n'a pas à être absolument la même pour chacun de ses enfants. On fait ce qu'on peut et on fait ce qu'on veut. Très bien. Nous avons une question de Sandrine qui allaite exclusivement son bébé depuis 9 mois. Elle voudrait passer à la diversification. Ouais. Mais son bébé refuse tout, biberon, petit pot. Donc comment l'aider à accepter cette diversification alimentaire ? Alors, c'est vrai qu'une petite question comme ça sur Facebook est un petit peu trop restrictive pour pouvoir vous apporter une réponse complète, Sandrine. Il serait bon d'essayer de comprendre déjà d'avoir une vue d'ensemble sur la situation. Quelle est la prise de poids de votre bébé? Comment est-ce qu'il se comporte? Est-ce que ce refus est simplement dû à une maturité qui n'est pas encore acquise, hein? L'enfant qui est prêt pour les solides, c'est un enfant qui tient assis avec un petit peu d'aide, qui a acquis cette finesse de mouvement où il sait faire la pince, il sait amener des aliments à sa bouche lui-même, puis il commence à être très très intéressé. Réellement, les enfants vont commencer à se diversifier aux alentours de... Ils vont commencer vers 6 mois, mais c'est plutôt vers 9 mois qu'ils vont commencer à avoir des quantités dans leur assiette. Si votre enfant refuse, soit il y a un petit souci d'ordre médical, parfois certaines carences en oligo-éléments vont amener des enfants à être plus réticents vis-à-vis de l'alimentation solide. Étonnamment, certains enfants qui sont en sous-poids, c'est assez bizarre, c'est presque incompréhensible et contradictoire d'ailleurs, mais certains enfants qui n'ont pas une courbe de poids harmonieuse vont à un moment donné refuser les aliments solides alors qu'on aimerait leur en donner. Certains enfants vont avoir un réflexe nauséeux tellement prononcé, et le réflexe nauséeux c'est normal chez un enfant, c'est un réflexe de protection, mais chez certains bébés il est tellement présent et tellement intense que l'enfant ressent une nausée à chaque fois qu'il ingère quelque chose. Dès lors, son apprentissage de l'alimentation solide n'est pas très agréable. Il y a des enfants qui vont refuser parce qu'on leur donne des bouillies ou des purées qui ont pas du tout l'apparence de ce qu'il y a dans l'alimentation de papa et maman. Donc forcément, ils sont un petit peu plus réticents. Ensuite, il y a des enfants qui vont pas vouloir certaines consistances ou bien qui vont pas vouloir prendre l'alimentation solide dans certains objets. Parce qu'il y a aussi une expérience sensorielle complètement nouvelle pour l'enfant. Donc si votre enfant typiquement refuse le biberon, par exemple, dans lequel on pourrait glisser de la soupe, c'est aussi une manière de donner des solides, eh bien on peut très bien lui donner à la tasse. Je pense à un petit Charles récemment qui, selon les dires de sa maman, refusait de prendre le biberon. Et puis sa maman, on discutait ensemble, je lui avais fait un yogiti, pour pas citer la marque, c'est en fait un mélange d'épices qui s'apparente à une tisane. Et puis cette boisson avait refroidi, je voyais Charles très très intéressé par la tasse de sa maman. On ne l'avait pas sucrée, c'était une boisson tiède. Je lui ai dit, est-ce que tu veux tester? Elle a testé et le petit bonhomme s'est régalé, mais vraiment, on sentait la joie. Et donc elle a été assez surprise de voir la compétence de son enfant qui n'était pas dans les standards, c'est-à-dire qu'il n'avait pas vu l'image du biberon, il ne savait pas qu'un bébé doit prendre un biberon, lui il prenait à la tasse. Donc pour l'alimentation solide, il y a aussi des petites astuces comme ça qu'on peut partager. Donc quand vous êtes prise au dépourvu, ça vaut le coup d'en parler aux personnes qui vous entourent, aux pédiatres. Alors les pédiatres n'ont pas une formation nécessairement très complète sur la diversification. Il y a des experts sur la diversification, je
pense à une docteur en biologie spécialisée là-dedans, qui a un blog qui s'appelle Cube et Petits Pois, qui est en train d'ailleurs de rédiger un ouvrage assez simple et accessible pour les mamans sur la diversification. Bien sûr, les consultantes en lactation sont là pour vous accompagner. Il y en a beaucoup qui organisent des ateliers sur la diversification. Voilà, ne restez pas seuls. Et puis, dans les groupes de soutien, vous pouvez aussi en parler à d'autres mamans. Elles vont partager avec vous pas mal d'astuces. Très bien. Nous avons une question de Mathilde qui est à son 3e allaitement. Elle commence donc la diversification pour son dernier, mais il semble moins tété. D'accord. Elle nous demande s'il faut suivre ou maintenir une stimulation au tire-lait, au coucher ou le matin. Alors, à partir du moment où on commence à introduire une alimentation solide, même si c'est très doux, très, très progressif, c'est néanmoins le début d'un sevrage. En fonction de votre souhait de poursuivre l'allaitement ou au contraire de l'écourter, il y a un ordre à respecter dans l'introduction de l'alimentation solide. J'entends par là que si vous souhaitez continuer à allaiter, vous allez proposer le sein d'abord, qui lui apporte une base solide de nutriments, d'hydratation, de calories, et derrière on apporte les solides en bonus. Si on propose les solides en premier lieu et le sein derrière, de toute évidence, le bébé va avoir l'estomac beaucoup plus plein lorsqu'il va téter, oui exactement, il aura l'estomac déjà bien plein, donc il aura moins d'appétit, donc il prélèvera un petit peu moins de lait et la lactation va diminuer. Si vous avez vraiment une inquiétude vis-à-vis de votre lactation, dans un premier temps, ça vaut le coup déjà de faire peser le bébé et de voir si sa courbe de poids est cohérente et si vous l'autorisez aussi à téter à certains moments de la journée qui ne sont pas nécessairement pendant les repas officiels. Les bébés organisent leur consommation de lait sur 24 heures. Et il y a aussi des tétés de nuit, même à l'âge de 9 mois. Donc, si vous avez réellement pris en compte tous ces paramètres et que vous ressentez que votre lactation diminue, oui, ça vaut le coup d'utiliser le tire-lait, ou même pendant les tétés, de comprimer la glande mammaire pour que le bébé reçoive un petit peu plus de lait. Si ça persiste, oui, quelques jours de tire-lait, on fait ça un petit peu en intensif pendant quelques jours, ça relance un petit peu la lactation, le bébé est plus satisfait au sein et ça va tout seul. Et vous avez bien raison de poser cette question parce que les bébés ne se sèvrent pas spontanément avant l'âge d'1 an. Et si le bébé repousse le sein avant l'âge d'1 an, c'est que finalement il a fait une grève. Et souvent, la grève de la tétée va être due à une perception d'une moindre quantité de lait. Donc quand la maman a une inquiétude, de toute façon les mamans savent toujours. Vous ne savez pas, mais vous savez en fait. Il y a toujours cette intuition. Donc quand vous avez une inquiétude, allez, on essaie de trouver les petits moyens habituels pour relancer la lactation. Les tisanes, on laisse un peu de côté, c'est souvent une stimulation mécanique, donc drainez les seins régulièrement pour bien entretenir votre lactation. Et ça repart, puis après on refait un petit peu le poids. Voilà, écoutez-vous. Une autre question de maman. Je suis maman allaitante depuis 5 mois. Je souhaite commencer la diversification aux 6 mois de mon bébé. J'allaite exclusivement sans tirer mon lait et j'ai pris un congé parental. Et avoir mon bébé au sein, j'adore. Quels conseils donneriez-vous afin de bien commencer une diversification? Bébé peut-il boire autre chose que le lait, par exemple de l'eau en complément? Voilà, mon bébé n'accepte pas les biberons, de ce fait j'ai acheté une tasse à bec. On en discutait tout à l'heure. J'attends impatiemment qu'une maman invente son tire-lait Symphonie, mais elle est là pour que je puisse l'avoir. D'accord. Ça c'est une deuxième question, une deuxième partie, mais je reviendrai dessus. Oui, dans cette formulation de question. Alors, pour démarrer la diversification, je le disais tout à l'heure, ça vaut le coup de proposer le sein en premier lieu et des aliments solides derrière. Au tout début, votre enfant sera très attiré par ce qui se passera à table. Je vous encourage à l'avoir sur vous, vraiment dans vos bras pour l'aider éventuellement à amener des aliments dans sa bouche. Soit vous choisirez de faire vous-même des purées, soit vous choisirez d'avoir des aliments qui sont faciles à prendre dans la main du bébé. Je pense à un morceau de banane bien mûr, je pense à une frite de patates douces qu'on va laisser refroidir bien sûr, je pense à on va dire un quartier de poire bien mûre ou un morceau d'abricot. Donc ça, ce sont des aliments que le bébé peut amener à sa bouche et qui lui permettent de découvrir les textures. Et donc petit à petit, votre enfant va commencer par gourmandise et par curiosité à aller piocher dans ces aliments. À savoir que les bébés n'aiment pas les aliments light, les enfants vont aller chercher des aliments caloriques
Et dès lors qu'on leur donne des aliments solides, eh bien, votre lait ne devient pas de l'eau. Votre lait reste un aliment complet. Donc si vous donnez d'abord le sein, puis des solides derrière, vous allez aussi donner de l'eau. Donc votre enfant n'aime pas le biberon, c'est pas grave, on peut très bien prendre une tasse, on peut prendre une tasse à bec comme vous l'évoquez, et puis vous lui donnez en parallèle. Si vous avez un enfant qui rechigne à prendre de l'eau en parallèle, éventuellement mouille un petit peu ses purées pour leur donner une consistance de soupe, pour qu'il ait quand même un apport hydrique beaucoup plus important. Et si ça ne suffit pas, on met dans ces jeux des petits flacons qui vont contenir de l'eau pour qu'il puisse jouer et les mettre à sa bouche, et puis au bout d'un moment s'hydrater de plus en plus. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Merci beaucoup, Carole. Et alors, juste symphonie, est-ce qu'il faut que symphonie Joker, le symphonie, c'est ce type de tire-lait, ce sont des tire-lait de qualité hospitalière, ce sont des tire-lait qui ont été conçus pour essayer de compenser le drainage des seins quand le bébé n'est pas en mesure de le faire. Soit c'est un bébé qui est né prématuré, soit il est malade, soit il est vraiment trop faible pour réussir à prélever du lait, soit la maman a décidé de relancer sa lactation ou de relacter. C'est aussi des circonstances particulières qui amènent une maman à utiliser un tire-lait. Moi je l'appelle un peu le jumeau, ces tire-lait de qualité hospitalière. C'est vraiment un tire-lait qui va essayer d'imiter au maximum la manière dont le bébé tète lui-même. Et dans ces circonstances-là, on a besoin pas d'une machine nécessairement grosse, mais d'un moteur suffisamment confortable et de bonne qualité pour reproduire ce que ferait le bébé. Pour un enfant de 6 mois, est-ce qu'il est réellement nécessaire d'aller chercher la grosse artillerie? Ça dépend bien sûr de votre sentiment, et si vous avez eu une expérience d'utilisation de ce tire-lait, ou si tout votre entourage vous dit qu'il faut absolument ce type de tire-lait, on peut l'utiliser. Maintenant, il existe dans plein de gammes de tire-lait des modèles beaucoup plus compacts qui sont là pour vous donner un coup de pouce si vous voulez, je sais pas, aller à un cours de yoga et avoir un petit peu lait de côté. Je pense qu'il existe tout un tas de modèles de tire-lait, pas nécessairement la Rolls. Si on veut faire une balade de campagne, est-ce qu'on va louer une Ferrari? On prendra peut-être un vélo. Et un vélo, ça peut être nos mains. Nos mains, c'est un super tire-lait. On peut prendre un tire-lait manuel. On peut prendre... vous voyez, mon analogie est peut-être pas très habile. Pour autant, c'est vraiment pour vous démontrer que avoir le must n'est peut-être pas approprié, et c'est vrai que ce type de tire-lait qu'on va trouver en pharmacie, qu'on va trouver chez des loueurs professionnels, sont très populaires parce qu'ils marchent bien, et puis on a la chance d'avoir de plus en plus de mamans qui investissent leur allaitement et qui s'accrochent, qui ont envie de réussir, et de fait on se retrouve avec une pénurie pour des situations un peu plus urgentes. Donc si le pharmacien l'a privilégié pour une marque, et si réellement vous sentez que vous en avez besoin, à ce moment-là, utilisez-le. Pour la disponibilité des produits, alors si vous avez une prescription d'une sage-femme pour le Symphonie, notamment, c'était la question de la maman, n'hésitez pas à aller sur notre site internet www.medela.fr. Nous avons une rubrique qui recense tous les distributeurs de matériel médical et les pharmacies qui proposent le Symphonie. Autre question, puis-je introduire des biberons artificiels en plus de l'allaitement? Bien sûr, tout dépend de votre projet. J'ai le souvenir de la maman d'un petit Adrien qui se sentait réellement épuisé au bout de 3 mois, qui a trouvé que c'était plus simple pour elle de donner un biberon une fois dans la journée, histoire de pouvoir lâcher prise. Et comme elle est restée très à l'écoute de son bébé en parallèle, comme elle continue d'entretenir sa lactation, ce petit bonhomme a été quand même allaité 2 ans. L'allaitement mixte, c'est quelque chose qu'on va manier avec précaution. Il y a énormément de raisons pour lesquelles certaines mamans vont introduire un biberon artificiel. Ça peut être parce qu'au départ, la lactation n'est pas optimale, parce qu'elles ont peut-être une chirurgie de réduction mammaire qui aurait endommagé des canaux et qui requiert que le bébé soit complété. Ou si c'est simplement pour prendre un petit peu, avoir un petit peu d'air pour soi, c'est tout à fait possible. Gardons simplement à l'esprit que dès lors que vous introduisez 1, puis 2, puis 3 biberons, votre corps reçoit l'ordre de ne pas produire la quantité équivalente. Donc graduellement, votre lactation peut diminuer un petit peu et accélérer le processus de sevrage. Maintenant, si c'est votre souhait, c'est tout à fait OK.
Donc tout est possible. Tout est possible. Quand vous avez des questions, parlez-en à votre sage-femme, parlez-en à votre consultante en lactation qui sauront vous donner une réponse sur mesure et réellement individualisée, adaptée à vos besoins, vos questions sur le moment. On a une question de Virginie qui nous dit qu'elle a donc son bébé de 23 mois, qui tète encore 2 à 3 fois par jour, mais est-ce vraiment nutritif ou seulement pour le câlin? S'il tète moins, est-ce lié au fait qu'elle n'a pas assez de lait? Il a 2-3 mois, vous me dites? Il a 23 mois. 23 mois. Alors, le lait est toujours nutritif, quel que soit l'âge du bébé. À 23 mois, il est tout à fait probable que la quantité soit moindre, c'est évident. Pour autant, quand la quantité est moindre, il y a moins d'eau, il y a moins de volume, et de fait, c'est beaucoup plus concentré. Donc, votre bébé prend un shot d'anticorps et de bonnes choses. Est-ce que c'est toujours utile? Oui, ça l'est toujours. Et après, c'est à vous de décider si c'est toujours un plaisir ou pas. J'ai des mamans qui se disaient « Oh, je suis à 2-3 tétés, finalement, c'est dérisoire ». Du jour au lendemain, en accord avec l'enfant, parce que c'est pas toujours évident d'arrêter comme ça à 23 mois. Si l'enfant se sent prêt, si la maman est d'accord aussi avec cette option, il y en a qui arrêtent, et elles se disent « Bon, il ne restait que 3 tétés, donc j'arrête ». Une semaine plus tard, elle m'appelle en me disant « J'ai un engorgement énorme, je ne m'imaginais pas avoir encore tant de lait et cette capacité à produire autant ». Donc votre corps a cette stimulation régulière. C'est pas parce que vous n'avez pas les seins aussi pleins et cette sensation de plénitude que vous aviez en début d'allaitement qu'aujourd'hui il n'y a pas de lait. Il y a toujours des bons atouts, il y a toujours des bénéfices à continuer l'allaitement. Quoi qu'il arrive, on s'en fiche en réalité des bénéfices. Écoutez-vous, si ça vous procure du plaisir, allez-y, et c'est tout à fait ok. J'ai rien oublié dans la question, il n'y avait pas de... Allaiter mon bébé après 6 mois est-il problématique ou pas pour le développement de mon enfant par rapport à la relation mère-enfant, père-enfant, maman-papa, voilà. Est-ce que ce lien, si j'extrapole, est-ce que ce lien assez particulier, beaucoup de personnes parlent de fusion, que procure l'allaitement ou que facilite l'allaitement, donc est-ce que cette notion d'attachement qui est favorisée par l'allaitement devient néfaste par la suite? En réalité, pas du tout. Est-ce que la maman, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est négatif d'être très très attaché à son enfant, de lui apporter une base de sécurité, de lui donner beaucoup d'amour, beaucoup d'affection pour qu'il se sente vraiment repu de ses fondations et que lui arrive à explorer le monde par la suite? A priori non, vous voyez comment je retourne finalement la question. Ça vaut le coup d'essayer de comprendre ce qu'on entend par là. Beaucoup de personnes ont l'impression que l'allaitement va distancer le père, distancer notre partenaire de vie ou la famille de cet enfant. Et en réalité, ce sont des personnes qui ont simplement peur de prendre leur place, je sais pas, qui manquent de créativité, mais ils ont l'impression que c'est tellement fusionnel, ils n'ont pas moyen de s'intégrer dans ce schéma et dans cette relation, alors qu'il y a énormément de manières de s'intégrer. Les bébés ont besoin de ce qu'on appelle des allo-parents. Les allo-parents, c'est toutes ces autres figures d'attachement qui sont là pour soutenir la maman. Ça peut être une assistante maternelle, ça peut être un instituteur, ça peut être un grand-père, ça peut être bien sûr le papa, vraiment tout un tas de personnes autour qui sont là pour lui apporter l'un l'indépendance, l'autre la créativité, voilà des figures des représentatives qui vont aider l'enfant à se développer. Donc la maman, elle est là pour lui apporter cette nourriture affective, ce socle de sécurité, ces fondations, mais il n'y a pas que ça. Et donc, est-ce qu'il faudrait arrêter nécessairement 6 mois? Parce que ça y est, 6 mois, l'OMS a dit 6 mois, et l'OMS n'a pas dit 6 mois, l'OMS recommande 6 mois, parce que pour une question de santé publique, on a remarqué que les enfants qui reçoivent du lait maternel au moins 6 mois vont mieux se porter. Et l'OMS suggère d'ailleurs que l'enfant continue de recevoir du lait jusqu'à ses 2 ans. Mais dans ce schéma-là, dans ces recommandations-là, vous décidez d'avancer à votre rythme et au gré de ce que ça vous apporte, du plaisir que cela vous procure. On a une autre question d'Annabelle qui se demande si elle doit toujours poursuivre cet été nocturne après 6 mois. Alors ça, c'est ce que j'appelle les commentaires de la voisine. La voisine, j'ai peut-être même dû déjà en parler dans un Facebook Live avec vous. La voisine, c'est tous ces personnages qui savent mieux que la maman, qui ont tendance à dire « Ah mais mon bébé à moi, il a fait ses nuits à
3 semaines, 3 jours, 3 mois. La voisine vous dit « Ah, le bébé fait 5 kilos, il a plus de 100 jours, donc il doit dormir une nuit complète. Le bébé a 6 mois, il ne doit plus se réveiller la nuit. » Alors c'est assez rigolo parce qu'il y a beaucoup de « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais » parce que si la voisine a eu des enfants, elle a des enfants qui se sont réveillés vers l'âge de 6 mois. Peut-être qu'ils étaient dans la pièce du bout du château et donc elle les entendait pas, qu'ils étaient simplement surveillés par le babyphone. Ou alors elle a une mémoire très restrictive et elle n'a pas identifié que c'était normal que son enfant se réveille à ce moment-là. J'ai coutume de citer quelques études, notamment une étude française assez récente qui disait que sur un échantillon de 100 bébés, une partie de l'échantillon était allaitée, l'autre n'était pas allaitée. Ils avaient 6 mois, et bien dans cet échantillon, on a remarqué que les enfants se réveillaient au moins 2 fois la nuit. Une fois encore, allaité et pas allaité. Donc finalement, cette croyance populaire selon laquelle le bébé dormirait mieux la nuit si on lui donne du lait artificiel ne se révélait pas dans cette étude. Un échantillon de 100 bébés tout de même. Et dans ces 2 réveils, il y avait au moins un réveil pendant lequel le bébé allait prendre un biberon. Donc l'enfant n'a pas la maturité neurologique de réellement bien dormir, de dormir de longues heures, et de longues heures c'est au-delà de 5 heures. Un enfant de moins d'1 an qui est capable de dormir 5 heures d'affilée et de jeûner 5 heures d'affilée, c'est ça, faire ses nuits à son âge. Donc avant l'âge d'1 an, ils n'ont pas cette maturité neurologique de dormir plus longtemps. Donc on essaie de se ressourcer, nous les mamans, on essaie d'en parler aux copines et on va se rendre compte que celles qui sont honnêtes vont vous dire que oui, leur enfant se réveille. Et si il est facile, si c'est écologique pour vous de tendre le bras, de mettre votre bébé au sein, voire de le reposer dans son petit lit à côté ou de le garder à côté de vous quelque temps dans un contexte sécuritaire, eh bien faites-le, ça vous permettra de survivre. Si c'est pas possible la nuit, eh bien vous accordez des petites siestes ou au moins des moments pour buller, pour essayer de vous ressourcer. J'ai des mamans qui simplement vont boire un verre avec une copine pendant 2-3 heures histoire de se ressourcer et elles vivent mieux les nuits derrière. Ça a l'air bizarre, mais en fait, on a juste besoin de se recharger un petit peu nos batteries, puis ça va très bien derrière. Et notre enfant fera ses nuits quand il sera prêt. Et on ne sait pas quand. Et il n'est pas rare d'avoir un enfant qui va réellement faire ses nuits, comme l'entend la société, vers 3-4 ans. Courage aux mamans. Mais oui, c'est dur, on le sait, et je suis passée par là, je le sais bien, mais je vous assure, on survit, et la petite enfance, c'est vraiment très court à l'échelle d'une vie. Donc, ce qui nous manque dans notre société, c'est toute cette communauté, tout ce village, ces bonnes femmes qui sont là pour nous aider, déjà pour nous dire que c'est normal, pour nous étendre une machine à laver, pour nous amener un petit plat quand on est fatigué. Donc, essayons de reconstituer nos réseaux, essayons de voir si des copines peuvent nous filer un coup de pouce quand on est un peu fatigué. Et c'est légitime de l'être. Nous avons une question d'Adeline qui demande comment aider le papa à trouver sa place dans l'allaitement. Oui. Ma fille pleure dès qu'elle est avec son papa. Bon, c'est sans doute une question d'âge. Dans l'allaitement, on n'exclut pas le papa, il peut faire des tas de choses, il peut jouer avec sa fille. Alors bien sûr, on parle souvent du papa qui va changer les couches, mais je pense à une maman qui va offrir au papa des cours de massage pour bébé. Et lui, il adorait ça. Donc, il attendait qu'une chose, c'est que la maman soit un petit peu... ait envie de faire autre chose. Et hop, il attrapait sa petite minette, et ils jouaient ensemble, et ils gazouillaient, ils faisaient des petits massages. Il y a beaucoup de papas qui vont jouer petit à petit, il y en a qui vont faire beaucoup de portage, il y en a qui vont attendre avec impatience la diversification pour commencer à nourrir leur enfant. Et puis le grand rôle du papa, c'est un rôle de soutien et c'est pas du tout à négliger. En fait, une maman s'épanouit dans cette relation qu'elle crée avec son enfant si elle est sûre qu'il y a à côté d'elle quelqu'un qui est solide et qui l'aide à répondre aux petites remarques qu'elle se prend fatalement de temps en temps. Et du coup, lui, il a un réel rôle à jouer. Et puis, si la maman se sent en confiance avec ce partenaire solide, eh bien, elle va aussi lui proposer d'elle-même. Écoute, elle pleure, mais tout va bien, tu peux te sentir en sécurité. Elle dit à son bébé, tiens, tu peux te sentir en sécurité. Et puis, il y a aussi des tempéraments de bébé. Mon histoire, on s'en fiche, mais ma petite dernière n'allait pas beaucoup dans les bras de son papa. Et aujourd'hui, elle est collée à lui en permanence. Donc, elle a mis un certain temps. En réalité, je ne sais plus combien de temps elle a mis pour réellement aller dans les bras de son papa en demandant. Mais une fois qu'elle a accepté d'aller dans ses bras, elle ne l'a plus quitté. Et aujourd'hui, il y a des moments où il se dit...
tu as 12 ans, tu sais, tu peux prendre un petit peu d'air. Et c'est normal, hein, les enfants, ils ont besoin de tester, c'est un peu un élastique, on tire, on revient, et à nous de nous montrer un petit peu créatifs. Hein. L'allaitement n'est pas là pour exclure le papa, l'allaitement inclut le papa, si tant est que le papa se fasse confiance et se dise c'est normal aussi que le bébé pleure. Il y a beaucoup de papas qui voient le bébé pleurer, ah ben il ou elle a faim, vas-y donne-lui le sein. Et souvent les mamans disent bah oui mais là mon bébé avait pas faim, je donnais le sein et c'était pas le besoin du moment, donc la maman se dit bon bah j'ai pas le choix, je vais essayer de calmer mon bébé, et finalement le papa peut aussi faire ça. Donc faites-vous confiance messieurs, s'il y en a qui nous écoutent, et si mesdames vous sentez votre compagnon pris au dépourvu, bah, vous lui dites j'ai confiance en toi, je sais que tu vas y arriver, je sais que tu peux être créatif, et puis avec le temps vous allez voir que ça va se mettre en place tout seul. Hein. Autre question d'une maman qui nous a contacté sur Instagram, comment continuer à donner son lait lorsque l'on est éloigné de son bébé, par exemple lorsque la maman reprend son travail? Il y en a plein, moi j'ai même soutenu 2 pilotes de ligne, donc c'était assez rigolo, elles partaient 3 jours sur des longs courriers et elles ne pouvaient pas conserver leur lait, donc ça dépend du type d'éloignement. Est-ce que c'est les 10 heures de la salariée qui a ses 8 heures de travail avec le temps de trajet aller, le temps de retour? Est-ce que c'est pour, je sais pas, des gardes de 12 heures ou autre? Finalement, tout est possible. Ce que la maman va faire, c'est qu'elle va trouver des moyens d'entretenir sa lactation. On essaie de voir, d'analyser en fonction de l'âge du bébé quels sont ses besoins. Le nourrisson qui a entre 1 mois et 6 mois va avoir besoin grosso modo de 800 ml de lait sur 24 heures. Donc si vous étiez amené à être absente, à être séparé de votre bébé pendant 24 heures, vous aimeriez laisser en fait au réfrigérateur ou au congélateur en surplus l'équivalent de 800 ml de lait. Entre nous, beaucoup de mamans vont se dire allez, je vais pousser jusqu'à 1 litre, on ne sait jamais, et c'est très bien aussi, d'accord? Et donc une fois qu'on a ce principe-là, on sait de quelle quantité on a besoin, on va voir comment on réussit à obtenir des stocks. Quelle est la réaction de nos seins vis-à-vis d'une machine qui tire du lait. Donc il y a des mamans qui préfèrent tirer leur lait à la main, il y en a qui préfèrent utiliser une machine. Il y en a qui vont avoir besoin qui vont obtenir X quantité en un petit tirage sur un sein, il y en a qui vont avoir besoin de tirer des 2 seins, il y en a qui vont avoir besoin de tirer plusieurs fois pour obtenir la même quantité. Donc à vous de voir comment vous vous adaptez, à vous finalement d'anticiper un petit peu ces périodes de séparation. Donc pour vous rassurer, vous aurez un petit peu de stock au réfrigérateur, au congélateur, et puis en l'absence de maman, votre bébé recevra votre lait sans doute autrement qu'au sein, bien entendu, mais ça va être en fonction de son âge, ce sera soit ça peut être un biberon, ça peut être une alternative au biberon, qui peut être une espèce de tasse avec un bec souple, ça peut être une cuillère avec une cuillère souple qui a un réservoir qui permet, dans lequel on fait glisser le lait, ça peut être ce qu'on appelle dans notre jargon un dalle, donc une espèce de fin tuyau qu'on va soit donner on va donner le doigt au bébé, on met le petit tuyau à côté et le bébé reçoit du lait. Voilà, il y a plein d'alternatives, ça peut être des flancs de lait maternel, ça peut être du lait donné à la petite cuillère, ça peut être avec un petit gobelet, voilà, plein de possibilités. L'idée c'est d'anticiper, déjà de voir ce qui vous inquiète le plus dans cette perspective de séparation. Est-ce que c'est la quantité? Est-ce que c'est l'acceptation de votre lait autrement? Est-ce que c'est la conservation du lait? Est-ce que c'est de trouver un référent de confiance qui va bien prendre soin de votre bébé et l'accompagner dans son chagrin si maman lui manque? Et puis après, en fonction de ces paramètres-là, on essaie de voir si en discutant avec les copines, elles ont déjà vécu la même chose et elles savent partager des astuces. Si ça ne suffit pas, on va voir un professionnel qualifié qui va vous déployer un plan plus précis, et puis on réajuste ce plan en fonction de notre vécu à chaque fois. En tout cas, c'est tout à fait possible de tirer son lait, voir. Il y a des enfants qui sont un petit peu plus grands, qui ont, mettons, 10, 12 mois, ils sont toujours allaités, et finalement, en l'absence de maman, ils vont recevoir des aliments solides, et la maman ne va pas nécessairement tirer son lait. Et puis quand elle est avec son bébé, c'est le sein à volonté. Donc voilà, plein de possibilités.
C'est difficile lors de petites questions comme ça de vous donner une réponse complètement individuelle parce que forcément il y a beaucoup de généralités que je suis obligée d'aborder. Si ces généralités déjà vous parlent, appuyez-vous là-dessus. Si ça ne vous suffit pas, et bien à ce moment-là vous allez chercher un référent dans votre coin. Ça peut être des bénévoles d'associations de soutien. Il y en a beaucoup en France, ou alors un professionnel du domaine. Nous avons une autre question d'Anne qui nous dit qu'elle souhaite continuer à allaiter mais elle ressent le regard réprobateur des autres. Son entourage l'incite à arrêter et dans les lieux publics, elle voit bien que les autres s'étonnent de voir son bébé encore allaité à 8 mois. Quel conseil est-ce que vous pouvez lui donner? Est-ce qu'il est temps d'arrêter? Est-ce qu'il est temps d'arrêter? Et une fois encore, c'est vous qui décidez. Et le fameux tu l'allaites encore, avec ce regard réprobateur, c'est assez pénible, on ne s'y attend jamais, on se sent toujours prise au dépourvu et c'est forcément pas très agréable. Alors une de mes amies m'avait entraînée à répondre c'est formidable, n'est-ce pas? De fait, on ne rentre plus dans l'argumentation. On prend les gens à témoin. Tu l'allaites encore? Ouais, regardez, j'assure, c'est génial. Vous pouvez me féliciter. Donc déjà, c'est une première approche. Une autre approche, c'est comme dirait une amie, c'est de mettre sa cape de canard. Alors, les plumes de canard déperlent lorsqu'il pleut. La pluie arrive sur le canard et ça ne les atteint pas, ça ne rentre pas à l'intérieur. Donc vous mettez votre cape de canard. C'est une petite astuce qu'on raconte aux enfants. Mais finalement, vous laissez l'eau déperler, vous laissez les remarques déperler. Et puis, parfois, l'une des astuces, lorsqu'il y a des remarques, c'est de reposer la question à la personne. Est-ce que tu vas l'allaiter encore longtemps? Et c'est comment pour vous longtemps? Et en quoi ce serait un problème que l'enfant soit allaité encore longtemps? Et hop, donc on peut retourner ça. D'autre part, c'est quand même assez étonnant que personne soit choqué de voir un enfant dans un lieu public boire un biberon. Pourquoi est-ce que ce serait choquant qu'il prenne le sein? Et puis, dans un lieu public, il y a aussi une manière de faire. Dégrafer le chemisier et ouvrir le sein, c'est pas toujours la manière la plus discrète d'allaiter. Alors certes, il existe des accessoires, des types de cartes d'allaitement. Pour moi, ça veut dire attention, les amis, je vais allaiter, je vais me cacher. Mais finalement, beaucoup de mamans vont soit confectionner elles-mêmes un vêtement d'allaitement. Je voyais hier une maman qui me disait j'ai ressorti la machine à coudre, je vais adapter une de mes robes et je vais faire des incisions sur le côté pour pouvoir sortir le sein discrètement. Et puis il y a des mamans qui vont superposer 2 couches de vêtements, un petit débardeur en stretch très souple et puis un petit short par-dessus ou un chemisier. Elles en soulèvent un, elles baissent l'autre, personne ne voit ce qui se passe. Et c'est tout à fait ok, tout à fait discret. Et puis les gens qui font des remarques, laissez déperler. Et en règle générale, ils sont un petit peu étonnés, mais on ne leur a rien demandé. Et finalement, si on se laisse prendre au piège de ce type de remarques qui peuvent être vécues violemment, on continue d'entretenir ce climat où la société cache les bébés allaités et les mamans n'ont pas l'impression que c'est normal d'allaiter au-delà de 6 mois. Donc, pour rejoindre la question, est-ce qu'il faudrait arrêter maintenant parce que la voisine a dit que c'était pas normal? D'abord, de quoi je me mêle? Vraiment, je suis un petit peu crue, mais réellement c'est ça. Et tant que vous sentez que c'est ok, vous continuez, et si vous avez l'impression que le regard des autres vous atteint beaucoup, c'est sans doute parce qu'une partie de vous est pas à l'aise avec la perspective de continuer d'allaiter. Parlez-en à votre conjoint, voyez ce que ça vous procure, si c'est ok pour vous de continuer, et puis vous verrez que déjà vous attirerez moins les remarques, et quand les remarques arrivent, laissez déberler. Dernière question, Carole, avant de finir ce live. Oui, que faire? Ça passe très vite, on a beaucoup de questions, le sujet est passionnant. Que faire si une maman est enceinte et qu'elle allaite son bébé? Est-ce que c'est possible déjà? Est-ce que le lait change? Alors là c'est vraiment un gros sujet en soi, c'est le sujet d'un live en soi, donc je vais essayer d'être concise, il ne me reste pas beaucoup de minutes. À partir de à peu près 4 mois de grossesse, la lactation de la maman va diminuer et la maman va sentir aussi que ses seins changent un petit peu. Certaines mamans vont sentir une baisse radicale à ce moment-là, d'autres mamans qui adoraient allaiter leur grand enfant vont sentir une exaspération, et c'est
très, très lié à un climat hormonal. Donc on sait que presque 6 bébés sur 10 vont se sevrer pendant la grossesse de la maman, soit parce qu'il n'y a plus assez, soit parce que le sevrage aura été amené. Des mamans vont souhaiter continuer parce qu'elles jugent que leur aîné est encore tout petit. Il y a des enfants qui sont accros au sein même si ils reçoivent une moindre quantité à ce moment-là, même si le lait à un moment donné redevient du colostrum. Donc ils vont avoir des selles de nouveau très 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 liquides et vraiment écoutez votre ressenti. Il est tout à fait courant pour des mamans de décider d'allaiter 2 enfants d'âge différents. On appelle ça le co-allaitement. C'est peu pratiqué, c'est peu connu. On parlait tout à l'heure d'allaitement public. Là, pour le coup, le co-allaitement paraît un peu singulier pour certaines voisines. Mais si c'est le choix de la maman, c'est tout à fait OK. Il y a des mamans qui vont trouver ça cool, etc. Au moment de la montée de lait, j'ai laissé un petit peu engorger, hop, je mets le grand pour drainer un petit peu tout ça, puis ensuite je mets le bébé. Ou alors, mon bébé n'est pas très très habile, et donc je vais demander au grand de pomper pour permettre d'avoir une bonne stimulation. Si la maman décide de co-allaiter, elle va d'abord donner au nourrisson la primeur, la priorité, et puis le grand va téter derrière. Il y en a qui vont allaiter en tandem, il y en a qui vont allaiter à des heures différentes, toujours en privilégiant les besoins du tout petit. Donc est-ce qu'il faut absolument sevrer son enfant ? Écoutez-vous, il y a des mamans qui ne voulaient pas, qui l'ont fait, il y en a qui voulaient et qui finalement ont continué. Tout est possible et on réévalue. En fait, on s'assure que la santé des deux est bien accompagnée, bien prise en charge. Il n'y a pas de raison que le grand pâtisse de la poursuite de l'allaitement, mais si on a 2 enfants qui tètent et que le petit dernier est privé d'un certain apport en calories, ce sera un petit peu dommage. Et de fait, on va augmenter un petit peu les apports. Mais votre corps sait qu'il continue d'allaiter 2 enfants, donc c'est tout à fait possible et envisageable si ça vous tente. Et souvent, les mamans qui vont le faire le font parce qu'elles ont des enfants d'âge rapproché et c'est pas qu'il y a un problème psy, bien au contraire, c'est parce qu'elles sentent que le grand a vraiment encore besoin de ce contact et ça lui fait encore du bien. Et puis il y a aussi des mamans qui vont être amenées à relacter, c'est-à-dire que elles sont enceintes, elles décident de sevrer le grand et puis elles se rendent compte que le grand n'accepte rien à table, que sa coupe de poids est pas bonne, que sa santé est fragilisée et puis au bout d'un moment on essaie de donner du lait artificiel et ça passe pas, puis finalement le médecin dit c'est vrai que si vous allaitiez encore, ce serait pas plus mal. Et du coup elle relance une lactation. Et c'est possible. Merci beaucoup Carole. Mais merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Encore une fois et surtout écoutez-vous. Oui, et ça, toujours. Ouais, c'est dur. C'est tellement dur. Ouais. On est tellement influencé par l'entourage. Donc voilà, il y a toujours une petite voix à l'intérieur qui vous dit c'est ok, c'est pas ok. Écoutez-la. À bientôt pour un nouveau Facebook Live.